Préparez-vous à une révélation choc. La NASA a secrètement tout chamboulé son plan de retour sur la Lune, et la vérité est plus folle que la science-fiction. 93 milliards de dollars en 13 ans. C'est la somme que la NASA a dépensée pour élaborer un plan visant à ramener des astronautes sur la Lune. Une fusée géante, une capsule d'équipage, une station spatiale en orbite lunaire, et 2 entreprises construisant des atterrisseurs. Mais en février 2026, un nouvel administrateur de la NASA est arrivé et a annulé la moitié de ce plan du jour au lendemain. Les 3 prochaines missions Artemis ne ressemblent en rien à ce que la NASA promettait il y a 12 mois. Et l'histoire derrière tout cela est l'une des choses les plus folles qui se passent actuellement dans le monde scientifique. Commençons donc par l'homme qui a fait exploser l'ancien plan. Jared Isaacman est devenu administrateur de la NASA début 2026. Si ce nom vous semble familier, il s'agit du milliardaire, entrepreneur en fintech, qui a commandé la mission SpaceX Polaridawn et a réalisé la toute première sortie extravéhiculaire commerciale. Ce n'est pas un bureaucrate de carrière qui déplace des papiers dans un bureau. C'est un homme qui a littéralement flotté dans le vide spatial et a décidé qu'il voulait diriger l'agence spatiale. Et son premier acte majeur fut l'une des restructurations les plus spectaculaires jamais vues à la NASA. Le 27 février 2026, Isaacman a exposé le problème lors d'une conférence de presse au siège de la NASA à Washington. L'approche actuelle consistant à lancer la fusée SLS une fois tous les 3 ans tout en essayant simultanément d'introduire des améliorations majeures sur le véhicule n'était, selon ses propres termes, pas un chemin vers le succès. Il examinait les mêmes données que tout le monde essayait d'ignorer. Le Starship de SpaceX, le véhicule sur lequel la NASA comptait pour réellement faire atterrir des astronautes sur la Lune, avait subi 5 échecs sur 11 vols d'essai. L'entreprise n'avait jamais transféré de propergol entre 2 véhicules distincts en orbite, ce qui est absolument indispensable avant que quiconque ne voyage à bord du Starship vers la surface lunaire. De plus, un document de planification interne de SpaceX, ayant fuité en novembre 2025, montrait que le premier atterrissage lunaire habité réaliste n'aurait pas lieu avant septembre 2028. Le propre panel consultatif de la sécurité aérospatiale de la NASA avait agité des drapeaux rouges pendant des mois avec son évaluation de septembre 2025, avertissant que le calendrier du système d'atterrissage humain Starship était considérablement mis à l'épreuve et pourrait glisser de plusieurs années. Alors Isaacman a fait quelque chose que la NASA ne fait presque jamais. Il a admis que le plan actuel ne fonctionnait pas et a changé de cap rapidement. 3 semaines plus tard, le 24 mars, lors d'un événement que la NASA a appelé Ignition Day, Isaacman a lâché une bombe encore plus grosse. Le Lunar Gateway, une station spatiale prévue pour orbiter autour de la Lune et servir de point de passage pour de futures missions lunaires, était mise en pause dans sa forme actuelle. Cette station avait 5,3 milliards de dollars d'engagement. Du matériel était en cours de construction par l'Agence spatiale européenne en Italie, la JAXA au Japon, l'Agence spatiale canadienne et les Émirats arabes unis. L'ESA avait passé des années à construire un module d'habitation appelé IAB via Thales Alenia Space dans leurs installations de Turin, et on leur disait maintenant, en substance, nous vous informerons de ce qui se passe avec votre matériel d'ici juin. En plus de cela, la NASA a annulé le SLS Block 1B, la version améliorée de la fusée géante de Boeing qui aurait utilisé un nouvel étage supérieur d'exploration pour une plus grande capacité de levage. Et ils ont émis un ordre d'arrêt des travaux sur le lanceur mobile 2, la plateforme de lancement de 2,5 milliards de dollars que Bechtel construisait spécifiquement pour cette fusée améliorée au Centre spatial Kennedy en Floride. Les partenaires internationaux ont été pris au dépourvu. Des milliards en développement de matériel et des années de travail d'ingénierie plongés dans l'incertitude en quelques semaines. Alors, qu'est-ce qui remplace réellement tout cela? Examinons chaque mission. Artemis 3 était censée être la mission phare, le retour triomphal à la surface lunaire, la première femme sur la Lune, la première personne de couleur à marcher sur un autre monde. Ce devait être le moment historique, l'image dans chaque manuel scolaire pour les 100 prochaines années. Au lieu de cela, Artemis 3 est maintenant un vol d'essai d'environ 30 jours en orbite terrestre, ciblant le milieu de l'année 2027. Pas d'atterrissage lunaire, pas de sorties extravéhiculaires, pas de pôle sud. La mission testera si le vaisseau spatial Orion peut réussir à se rencontrer et à s'amarrer avec un ou les 2 atterrisseurs lunaires commerciaux en orbite. Pensez-y comme la version du programme Artemis d'Apollo 9, la mission où la NASA a testé le module lunaire en orbite terrestre avant que quiconque n'ose le faire voler vers la Lune avec Apollo 11. Une approche intelligente. Honnêtement, Apollo n'a pas non plus sauté directement un atterrissage. Ils ont progressé étape par étape. Début avril 2026, Isaacman a révélé que la NASA avait tenu sa première discussion de haut niveau sur la conception de la mission Artemis 3 le 7 avril. Des questions clés restent ouvertes. S'amarra-t-elle avec le Starship de SpaceX, le Blue Moon de Blue Origin, ou les deux?
L'orbite sera-t-elle une orbite terrestre basse ou quelque chose de plus élevé? L'équipage testera TIL, la nouvelle combinaison spatiale d'Axemu, avec une sortie extravéhiculaire. Personne ne le sait encore, et aucun équipage n'a été officiellement annoncé, bien que la NASA ait promis une annonce peu après l'amérissage réussi d'Artemis II en avril 2026. L'historique des retards de cette seule mission est stupéfiant. Artemis 3 Visate Initialment 2024. Puis elle a glissé à 2025, puis 2026, puis septembre 2026, puis 2027, puis janvier 2028, et maintenant elle a été complètement repensée comme un type de mission entièrement différent. Cela représente au moins 7 changements de calendrier sur 9 ans. Mais c'est là que cela devient vraiment passionnant, car tous ces tests ouvrent la voie à la grande mission. Artemis 4 vise maintenant début 2028. Et si elle réussit, ce sera le premier atterrissage habité sur la Lune depuis qu'Apollo 17 s'est posé le 14 décembre 1972. Cela représente un écart de plus de 55 ans. Pensez-y un instant. Des humains ont marché sur la Lune avant l'invention de l'ordinateur personnel, avant l'email, avant Internet, avant l'existence des smartphones. Et nous avons juste cessé d'y aller. 4 astronautes seront lancés à bord de la fusée SLS et de la capsule Orion depuis le centre spatial Kennedy. 2 d'entre eux seront transférés vers l'atterrisseur commercial qui sera prêt et descendront au pôle sud de la Lune. Les 2 autres resteront en orbite lunaire à bord d'Orion, menant des expériences scientifiques et surveillant l'atterrissage d'en haut. Isaac Mann a été absolument direct concernant la sélection de l'atterrisseur. La première entreprise capable de livrer un atterrisseur fonctionnel est celle avec laquelle l'Amérique volera. SpaceX et Blue Origin sont dans une course effrénée, et la NASA est sincèrement prête à choisir l'un ou l'autre. Aucun équipage n'a encore été nommé pour Artemis 4. Les astronautes seront probablement choisis parmi les 18 candidats nommés à l'équipe Artemis de la NASA en décembre 2020, ainsi que les diplômés de la classe d'astronautes de la génération Artemis. Ce que nous savons, c'est que cette mission inclura la première femme et la première personne de couleur à marcher sur la surface lunaire, un engagement que la NASA a maintenu à travers chaque itération du programme. Le vaisseau spatial Orion sera propulsé par le module de service européen 4, construit par Airbus à Brême, en Allemagne, et expédié à la NASA en décembre 2025. Et voici un morceau d'histoire que les passionnés d'espace vont adorer. Les 4 moteurs RS-25 sur l'étage principal du SLS pour Artemis 4 seront les derniers moteurs principaux de navettes spatiales, hérités, jamais volés. Il s'agit des moteurs avec les désignations E244, E2050, E2051 et EUN 063. À partir d'Artemis 5, la NASA passera à des moteurs RS-25 nouvellement fabriqués fonctionnant à 111% de poussée. Parlons maintenant de ce qui se passe lorsque les astronautes posent le pied sur la surface lunaire. Car ce n'est pas une répétition d'Apollo. Ils ne plantent pas un drapeau, ne sautent pas pendant quelques heures, puis rentrent chez eux. 2 astronautes passeront environ une semaine sur la Lune près du pôle Sud, effectuant jusqu'à 4 sorties extravéhiculaires d'environ 6 heures chacune. Leur première EVA, le 2e jour, gérera les opérations de surface initiale et l'installation. Le 3e jour sera axé sur l'échantillonnage géologique et le déploiement d'instruments. Le 5e jour impliquera la collecte d'échantillons provenant des couvertures d'éjection des cratères, les champs de débris projetés par d'anciens impacts d'astéroïdes. Et le 6e jour déploiera des instruments géotechniques et une station de surveillance environnementale pour des expériences sur l'utilisation des ressources lunaires. C'est fondamentalement différent de la façon dont Apollo fonctionnait. L'équipage d'Apollo 11 n'a passé que 21 heures sur la surface. Même Apollo 17, le plus long séjour en surface jamais réalisé, n'a duré qu'environ 75 heures sur 3 jours. L'équipage d'Artemis 4 disposera d'environ 170 heures sur la Lune, avec des objectifs scientifiques dédiés dont les astronautes d'Apollo ne pouvaient que rêver. 3 instruments scientifiques ont déjà été sélectionnés par la NASA. Le premier est le LEM, un sismomètre compact conçu pour fonctionner de manière autonome pendant 2 ans, détectant les tremblements de Lune et devenant potentiellement la première station d'un réseau sismique lunaire mondial. Les scientifiques souhaitent un moniteur sismique permanent sur la Lune depuis que les instruments Apollo ont été arrêtés en 1977. Près de 50 ans de silence sur la sismologie lunaire sont sur le point de prendre fin. Le 2e instrument s'appelle LEAF et celui-ci est véritablement fascinant. Ce sera la première expérience à observer la photosynthèse et la croissance des plantes sous les conditions réelles de gravité et de rayonnement lunaire. Nous avons cultivé des plantes sur la Station spatiale internationale en microgravité, mais le 6e de gravité de la Lune est un environnement complètement différent. Si l'humanité doit un jour cultiver de la nourriture hors de la Terre, cette petite expérience est littéralement la première étape pour prouver que c'est possible.
Le troisième instrument, l'analyseur diélectrique lunaire, construit par l'Université de Tokyo avec le soutien de la JAXA, sondera les propriétés électriques du sol lunaire pour aider à localiser l'eau glacée sous la surface. Ces données alimentent directement le plan à long terme d'extraction et d'utilisation de l'eau lunaire. Et l'emplacement qu'il cible pourrait être l'endroit le plus scientifiquement significatif que les humains aient jamais tenté de visiter. La NASA a réduit la zone d'atterrissage d'Artemis à 9 régions candidates, toutes situées à moins de 6 degrés du pôle sud lunaire. Celle-ci inclut Massif de Malapert, une montagne s'élevant à plus de 4900 mètres avec un ensoleillement quasi perpétuel pour l'énergie solaire. Il y a le plateau de Mons-Mouton, le candidat le plus large et le plus placé tendance sur environ 60 km. Et il y a des sites le long des rebords des cratères d'Herlock, Howarth, Nobile et Amundsen. Le site final dépendra du moment de la fenêtre de lancement. Voici pourquoi le pôle sud est si important. Les régions en permanence à l'ombre à l'intérieur de ces cratères pourraient contenir de la glace d'eau préservée depuis des milliards d'années, à des températures parmi les plus froides mesurées dans notre système solaire. Certaines de ces zones n'ont pas vu la lumière du soleil depuis plus de 2 milliards d'années. La glace n'a pas été déposée par la pluie ou la neige. Elle est arrivée via d'anciennes comètes et impacts d'astéroïdes, et l'ombre permanente l'a maintenue gelée depuis lors. Cette glace n'est pas seulement scientifiquement fascinante. Elle pourrait être séparée en hydrogène et oxygène pour fournir de l'eau potable, de l'air respirable et du carburant de fusée pour les futures missions. Si vous pouvez fabriquer du carburant sur la Lune au lieu de le transporter depuis la Terre, vous réduisez considérablement le coût de chaque mission qui suit. Et les pics voisins qui reçoivent un ensoleillement quasi constant signifient une production d'énergie solaire fiable 24 heures sur 24. Aucun humain n'a jamais visité cette région. Chacun des 6 atterrissages d'Apollo s'est produit près de l'équateur lunaire, à des milliers de kilomètres du pôle sud. Passons maintenant à l'ingénierie qui fait ou défait tout. Le système d'atterrissage humain de SpaceX est une version modifiée de sa fusée Starship. Il mesure environ 50 mètres de haut, soit à peu près la hauteur d'un immeuble de 15 étages, ce qui en fait le plus grand vaisseau spatial jamais conçu pour atterrir sur un autre corps céleste. Il dispose d'un système d'ascenseur intégré pour faire descendre les astronautes de la cabine d'équipage jusqu'à la surface. Et il fonctionne avec des moteurs Raptor brûlant du méthane liquide et de l'oxygène liquide. La NASA a attribué à SpaceX environ 4,5 milliards de dollars pour cet atterrisseur. Mais voici le défi d'ingénierie qui empêche les planificateurs de missions de dormir la nuit. Avant chaque tentative d'atterrissage habité, SpaceX doit lancer 8 à 16 vols de ravitaillement distincts pour remplir un dépôt de propergol orbital flottant dans l'espace. Ensuite, il lance l'atterrisseur Starship lui-même, qui s'amarre à ce dépôt et fait le plein de ses réservoirs pour le voyage vers la Lune. Cela signifie potentiellement 17 lancements pour soutenir une seule mission lunaire. Si même un seul de ces lancements échoue ou si le processus de ravitaillement rencontre un problème, l'atterrissage entier pourrait être retardé de plusieurs mois pendant que le propergol s'évapore dans l'espace. Début 2026, SpaceX n'a jamais réussi à transférer de propergol entre 2 véhicules distincts en orbite. Ils ont démontré un transfert interne de carburant au sein d'un seul Starship lors du vol d'essai TAFT-3 en mars 2024. Mais le transfert de vaisseau à vaisseau dans le vide spatial avec des propergols cryogéniques qui ont tendance à s'évaporer et 2 véhicules qui doivent maintenir un alignement parfait. Cela n'a jamais été fait par personne. Le calendrier de planification interne de SpaceX prévoit une première démonstration de ravitaillement orbital en juin 2026, un atterrissage lunaire Starship sans équipage en juin 2027 et le premier atterrissage lunaire habité en septembre 2028. C'est agressif selon toutes les normes. Du côté encourageant, SpaceX a franchi plus de 30 étapes techniques spécifiques au HLS, y compris des tests de support de vie en cabine à pleine échelle, des démonstrations d'ascenseurs avec les combinaisons spatiales AXEMU réelles et des tests de chute de pied d'atterrissage sur un sol lunaire simulé. De l'autre côté de cette compétition à plusieurs milliards de dollars, Blue Origin construit l'atterrisseur Blue Moon Mark II pour Artemis V, ciblant fin 2028. Et leur approche entière est complètement différente de celle de SpaceX. Blue Moon mesure environ 16 mètres de haut, soit un tiers de la hauteur du Starship. Au lieu d'un ascenseur, les astronautes descendent un court escalier pour atteindre la surface. Il utilise 3 moteurs BE-7 brûlant de l'hydrogène liquide et de l'oxygène liquide, produisant jusqu'à 44 000 newtons de poussée chacun. Il peut transporter jusqu'à 4 astronautes pendant 30 jours sur la surface avec une capacité de charge utile de 20 tonnes métriques dans sa configuration réutilisable ou 30 tonnes en configuration non réutilisable. Blue Origin a remporté un contrat à prix fixe de 3,4 milliards de dollars de la NASA en mai 2023, puis a investi bien plus de 3,4 milliards de dollars de son propre argent, portant le total des dépenses de développement à environ 7 milliards de dollars.
L'entreprise dirige une équipe nationale qui comprend Lockheed Martin construisant le remorqueur de transport lunaire assisté, Boeing sur les systèmes d'amarrage, Drapé gérant le guidage et la navigation, Astrobotic pour la livraison de cargaison et Honeybee Robotics gérant les opérations de cargaison. Le moteur BE-7 a déjà terminé un essai de combustion continu d'une durée de plus de 17 minutes. Et l'atterrisseur de reconnaissance de cargaison Blue Moon Mark I a été entièrement assemblé en octobre 2025 pour un atterrissage robotique prévu près du cratère Shackleton au pôle Sud. Et puis il y a la situation des combinaisons spatiales, qui est honnêtement l'une des anecdotes les plus fascinantes de tout le programme. Après que le programme interne de combinaison spatiale de la NASA ait pris des années de retard et dépassé largement son budget, l'agence s'est tournée vers une approche commerciale. Ils ont attribué à Axiom Space un contrat de 228 millions de dollars pour construire l'unité de mobilité extravéhiculaire Axiom, ou Axemu. Et puis Axiom a fait quelque chose qui a fait la une des journaux pour des raisons inattendues. Ils ont fait appel à Prada. Oui, ce Prada. La maison de mode de luxe italienne a conçu la couche extérieure de la combinaison. Le résultat est une combinaison blanche avec des coussinets protecteurs gris foncés au coude et aux genoux, des semelles de bottes bleu clair en référence à l'héritage Apollo, une visière conçue par Oakley optimisée pour les angles de soleil extrêmement bas au pôle sud, des communications 4G LTE intégrées pour parler avec le contrôle de mission, des caméras HD montées dans le casque, des capteurs biométriques surveillant les signes vitaux de l'astronaute et des systèmes de récurage de dioxyde de carbones regenerables. La combinaison permet des sorties extravéhiculaires de 8 heures, y compris plus de 2 heures d'opération dans des régions en permanence à l'ombre où les températures chutent à un froid inimaginable. Et contrairement aux combinaisons de l'ère Apollo, qui ne convenaient qu'à certains types de corps masculins, l'Axemu est conçu pour s'adapter à toutes les morphologies, du 1er au 99e percentile. La première unité de vol est en cours d'assemblage depuis février 2026. Artemis 5 ramène également quelque chose sur la Lune qui n'y a pas été depuis plus de 50 ans, un rover. L'équipage d'Apollo 17 a conduit le dernier véhicule d'exploration lunaire sur la surface en décembre 1972. Et il est toujours là, couvert de poussière, exactement là où ils l'ont laissé. La NASA investit jusqu'à 4,6 milliards de dollars dans 3 équipes concurrentes pour construire un successeur moderne appelé le véhicule de terrain lunaire. Et les exigences font passer le buggy Apollo original pour une voiturette de golf. Il doit transporter 800 kg de cargaison, parcourir 12 mètres par jour, fonctionner pendant 8 heures continues, survivre à la brutale nuit lunaire de 14 jours où les températures chutent bien en dessous de moins 200 degrés Celsius, et fonctionner à la fois comme un véhicule habité que les astronautes peuvent conduire et comme une plateforme robotique entièrement autonome qui mène des expériences scientifiques entre les visites habitées. Cette dernière partie est essentielle. Entre les missions Artemis, ce rover se déplace seul autour du pôle sud, collectant des données et explorant le terrain. Ainsi, lorsque le prochain équipage arrive, il sait déjà exactement où aller. Les 3 équipes en compétition sont Intuitive Machines avec leur conception Moonracer aux côtés de Boeing et Michelin, le concept Lunar Down de Lunar Outpost avec Lockheed Martin, General Motors et Goodyear, et Venturi Astrolab avec leur propre conception modulaire. Le rover gagnant sera prépositionné sur la surface par un atterrisseur de cargaison commerciale avant même l'arrivée de l'équipage. Il les attendra donc lorsqu'ils atterriront. Maintenant, nous devons parler de l'éléphant dans la pièce. Et cet éléphant pèse 93 milliards de dollars. La NASA a dépensé cette somme stupéfiante sur 13 ans pour les programmes de l'ère Artemis. Chaque lancement de SLS coûte environ 4,1 milliards de dollars. À titre de comparaison, chaque Saturne V lancé pendant l'ère Apollo coûtait environ 1,4 milliard de dollars en argent ajusté à l'inflation d'aujourd'hui. Le programme Artemis dépasse de 140% ses estimations budgétaires initiales, et un rapport du Government Accountability Office de 2025 a signalé 6,8 milliards de dollars de dépassement de coûts sur seulement 3 projets majeurs d'Artemis. La politique autour du financement est tout aussi chaotique que les défis d'ingénierie. Le budget de l'exercice fiscal 2026 de l'administration Trump proposait une réduction de 24% pour la NASA et appelait même à l'annulation complète du SLS et d'Orion après Artemis 3. Le Congrès a riposté agressivement. Le soi-disant One Big Beautiful Bill Act, signé le 4 juillet 2025, a injecté près de 10 milliards de dollars de financement supplémentaire dans la NASA, dont 4,1 milliards de dollars spécifiquement destinés aux fusées SLS pour Artemis 4 et 5. Le budget de l'exercice fiscal 2026, d'environ 27,5 milliards de dollars, était le plus important de la NASA depuis 1998 en termes ajustés à l'inflation. Mais la proposition pour l'exercice fiscal 2027 a de nouveau cherché une réduction de 23% et le cycle continue. Mais voici le facteur qui rend toutes les querelles budgétaires presque insignifiantes. Le programme spatial national chinois vise un atterrissage lunaire habité d'ici 2030.
Ils construisent la Station internationale de recherche lunaire avec 13 nations partenaires, dont la Russie. Leur fusée Longue Marche 10 est déjà en développement. Et ils ont réussi à faire atterrir des sondes robotiques sur la face cachée de la Lune, ce qu'aucun autre pays n'a accompli. Ils ont ramené les premiers échantillons de la face cachée de la Lune avec la mission Chang'e 6 en 2024. Ce n'est pas un calendrier ambitieux d'un pays qui tente de rattraper son retard. La Chine a atteint chaque jalon spatial majeur qu'elle s'était fixé au cours de la dernière décennie, dans les délais ou en avance. Et Isaac Mann a explicitement présenté Artemis comme une question de compétition entre grandes puissances, déclarant publiquement que le temps presse et que le succès ou l'échec se mesurera en mois, pas en années. L'objectif déclaré est de faire atterrir des astronautes américains sur la Lune avant la fin du mandat du président Trump. Pendant ce temps, les accords Artemis, un ensemble de principes non contraignants pour l'exploration spatiale pacifique, ont été signés par 61 pays en janvier 2026. C'est une augmentation par rapport aux 8 nations fondatrices lors du lancement des accords en octobre 2020. La coalition s'étend désormais à tous les continents habités. Mais la Chine et la Russie sont notablement absentes de la liste, ayant qualifié les accords de tentative centrés sur les États-Unis pour façonner le droit spatial international. Des partenaires internationaux clés sont profondément impliqués dans le programme. L'ESA fournit le module de service européen qui alimente Orion, construit par Airbus avec les contributions de 10 nations européennes. La JAXA au Japon construit un rover lunaire pressurisé avec Toyota en échange de temps de surface pour les astronautes japonais, ce qui pourrait en faire les premiers noms américains sur la Lune. Le Canada a envoyé l'astronaute Jeremy Hansen sur Artemis II, le premier Canadien en mission lunaire. Et c'est là que la vision devient vraiment énorme, car Artemis ne consiste pas à visiter la Lune et à rentrer chez soi. L'objectif final est d'y rester en permanence. Le plan de la NASA de mars 2026 envisage 76 atterrissages robotiques et habités livrant plus de 200 tonnes métriques de matériel à la surface lunaire à travers 3 phases de construction s'étendant sur environ 20 milliards de dollars sur 7 ans. La phase 1 s'étend jusqu'en 2028 et se concentre sur la preuve de fiabilité. 21 atterrissages livrant 4 tonnes métriques de matériel, y compris des rovers précoces, le robot de prospection de glace VIP, des drones propulsés capables de sauter jusqu'à 50 km pour des relevés de terrain, et 2 constellations de satellites de communication offrant plus de 500 mégabits par seconde de bande passante. C'est un Internet plus rapide sur la Lune que ce que beaucoup de gens ont chez eux. La phase 2 s'étend jusqu'en 2031 et construit la base réelle. 27 atterrissages, 60 tonnes métriques d'infrastructures, des modules semi-habitables où les astronautes peuvent vivre et travailler, des systèmes d'énergie solaire et nucléaire, des tours de communication et le rover pressurisé de la JAXA que Toyota aide à concevoir. Avec 2 missions habitées par an devenant routinières. Imaginez un monde où aller sur la Lune 2 fois par an est juste un mardi pour la NASA. La phase 3 s'étend jusqu'en 2036 et vise l'occupation permanente. 28 atterrissages, 150 tonnes métriques d'équipement, des centrales électriques capables de fonctionner pendant la nuit lunaire de 2 semaines, plusieurs habitats pouvant accueillir 4 astronautes en rotation mensuelle, et une zone industrielle pour extraire l'oxygène et l'hydrogène du sol lunaire et les convertir en eau, en carburant de fusées et en matériaux de construction. À ce stade, la base lunaire commence à fabriquer une partie de ses propres fournitures au lieu de tout expédier depuis la Terre. C'est la différence fondamentale entre ce programme et tout ce qui l'a précédé. Les 6 atterrissages réussis d'Apollo étaient, comme les ont décrits les vétérans de la NASA, des sorties de camping, des drapeaux, des empreintes, quelques centaines de kilogrammes de roches, et retour à la maison. Personne n'a construit quoi que ce soit de durable. Personne n'a mis en place d'infrastructure pour le prochain équipage. Chaque mission repartait de zéro. Artemis est conçu pour être cumulatif. Chaque mission s'appuie sur la précédente. La capsule Orion est 50% plus grande que le module de commande d'Apollo. Les atterrisseurs commerciaux sont 2 à 7 fois plus grands que le module lunaire d'Apollo. Là où l'ordinateur de guidage d'Apollo fonctionnait avec 4 kilobits de mémoire, moins qu'une calculatrice moderne, les systèmes Artemis sont des millions de fois plus performants. Là où Apollo 17 a passé un maximum de 3 jours sur la surface, Artemis vise des semaines, puis des mois, puis une habitation continue où quelqu'un vit et travaille toujours sur la Lune. Alors, où en sommes-nous maintenant? Artemis II a améri avec succès en avril 2026, envoyant 4 astronautes autour de la Lune et de retour, avec Victor Glover devenant la première personne de couleur au-delà de l'orbite terrestre basse et Christina Koch la première femme. Le programme est à 3 missions d'un atterrissage, qui serait le premier en plus d'un demi-siècle. Mais d'énormes incertitudes demeurent. Ni SpaceX ni Blue, origine non démontrée de ravitaillement orbital. Aucune n'a fait atterrir un véhicule qualifié pour équipage sur la Lune. Le calendrier de 2028 est agressif, même selon les normes optimistes.
Les alliés internationaux s'adaptent encore après l'annulation du Gateway qui a bousculé des années de planification. Et le Congrès et la Maison-Blanche continuent d'osciller entre un financement généreux et des coupes budgétaires proposées à chaque cycle budgétaire. Après 93 milliards de dollars, 7 retards pour Artemis 3 seulement, une station spatiale lunaire annulée et une séquence de missions entièrement réécrite, la NASA mise tout sur une stratégie de « tester avant de sauter ». Une compétition entre deux entreprises privées et une feuille de route pour une base lunaire qui ressemble à de la science-fiction. Savoir s'ils y parviendront est la plus grande question de l'exploration spatiale actuellement. Mais quoi qu'il arrive ensuite, ce sera une sacrée aventure.